Aujourd'hui à Info7 en ce 24 novembre 2023, le Front commun n'a pas dit son dernier mot. L'Alliance des femmes de Sacré-Cœur nous parle des 12 jours contre la violence faite aux femmes. Le Conseil de la MRC adopte ses prévisions budgétaires 2024. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Cette semaine, les travailleurs et travailleuses du secteur public s'unissaient à nouveau pour se faire entendre du gouvernement Legault afin de récolter de meilleures conditions salariales et de travail. Je me retrouve devant l'école Marie-Immaculée des Escoumins où une ligne de piquetage se trouve en ce moment pour une deuxième fois en 2 semaines. Rappelons également que ce sont 420 000 membres du Front commun qui ont déclenché une grève consécutive de 3 jours, les 21, 22 et 23 novembre, afin d'avoir de meilleures conditions de travail. En raison des 3 journées de grève, le CIS de la Côte-Nord avait temporairement ralenti leur activité, entre autres dans les centres de prélèvement, et modifié les heures d'ouverture dans certains CLSC. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement ici? Notre salaire. On veut revendiquer notre salaire. On est les sous-payés. Nous autres, bien souvent, c'est ceux-là qui travaillent en dessous, ceux-là qui sont dans les bureaux, ceux-là qui paraissent pas nulle part. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut revendiquer. On est important, on est essentiel, puis c'est ça qu'on veut. On travaille très fort, puis c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement exactement? Bien, une petite augmentation, ça serait bien, un petit pourcentage de plus, là, puis qu'on soit plus écoutés, dans le fond. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en ce moment au gouvernement? Appuyez-nous, s'il vous plaît. Écoutez-nous, puis essayez de comprendre c'est quoi, ce que c'est qu'on vit, nous autres. Nous autres, on n'a pas d'augmentation, puis on n'a pas, nous autres, des primes de ci, puis des primes de ça, puis des augmentations comme eux autres se font à toutes les années, là. Nous autres, on n'en a pas de ça. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Écouter. Des négociations sont toujours en cours dans l'espoir d'en arriver à une entente rapidement, car les prochaines étapes pourraient être une grève générale illimitée partout en région. C'est bientôt le lancement de la campagne Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 6 décembre. Et pour l'occasion, l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur organise plusieurs activités à ne pas manquer. Je reçois aujourd'hui 2 invités. Elles font partie de l'organisme de l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur. Bonjour, Claire Dufour. Bonjour. Et Claudie Ovington. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc, vous êtes là pour nous parler des 12 jours contre la violence faite aux femmes. C'est exact? Oui, c'est ça. Donc, du 25 novembre jusqu'au 6 décembre prochain, c'est les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et l'organisme souligne toujours cet événement-là. On va parler un petit peu de l'organisme de l'Alliance des femmes. C'est quoi votre mission exactement? Donc, l'Alliance des femmes, on travaille sur l'amélioration des conditions de vie des femmes en général. On dessert le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, donc on parle du village de Bergeronne, Escoumins, Sacré-Cœur, Tadoussac, incluant aussi Espit. On travaille vraiment en conditions féminines, donc on a vraiment une mission qui est très, très large. On va travailler autant en santé, en violence, en égalité que il m'en manque un. Oui. La pauvreté aussi. En pauvreté également. Puis c'est ça, au niveau de l'organisme, on n'a pas besoin non plus d'avoir un problème pour venir au centre. Pour venir discuter, pour venir se confier? Oui, mais même pour juste prendre un café, discuter entre femmes, bricoler. On offre des déjeuners-causeries aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une problématique quelconque pour venir vraiment participer à nos activités puis être membre de l'organisme. Parce que dans le fond, on a 3 mandats. Il y a le service d'aide, où ce qu'on fait de l'intervention, les femmes peuvent nous appeler pour de l'information. Oui. Ensuite, on a des activités éducatives, fait qu'on fait des cafés-rencontres, des déjeuners-causeries. Et il y a le mandat d'action collective, où ce que l'on fait des marches, des revendications, de la mobilisation avec les femmes
Il y a un peu ce qui s'en vient aussi là, pour les 12 jours. Les conditions de vie de oui, femme, exactement. Les 12 jours en font partie. Bien, parlons-en des 12 jours, justement. Dites-nous un peu l'importance de ces 12 jours. Bien, je vous dirais que les 12 jours sont quand même importants. Si c'est 12 jours du 25 novembre au 6 décembre, c'est parce que le 25 novembre, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété en décembre 1999 Journée internationale contre l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ça a été cette date-là. Le déclencheur. Là. Oui, a été fait à cause qu'il y avait 3 militantes dans le fond dominicain qui ont été abattues sous l'ordre du chef d'État. Fait que c'est pour ça que le 25 novembre est la date du début. Okay. Le 6 décembre, c'est la date de la fin à cause que c'est la journée de commémoration et d'action contre la Polytechnique. Là, les 14 victimes. Okay. Parce qu'il y a eu 14 femmes qui ont été victimes d'un tueur. Fait que c'est pour ça que du 25 novembre au 6 décembre, il y a 12 jours entre ces deux dates-là. Fait que c'est important qu'on souligne la violence puis qu'on en parle parce qu'il y en a encore beaucoup. C'est ça, comme Claire disait tantôt, c'est dans votre mandat aussi de parler de violence. Toute l'année, oui, c'est 12 jours, mais c'est toute l'année aussi que vous... Oui, exactement. C'est vraiment toute l'année au complet. On profite de ces 12 jours-là pour vraiment sensibiliser la population, puis nos partenaires aussi à la violence faite aux femmes. Mais il ne faut pas oublier que c'est un travail vraiment à l'année qui fait partie de notre mission intégrante. On travaille pour faire changer les choses, pour sensibiliser la population aussi. Puis il y a plein de beaux projets qui ont été mis sur pied, là, au niveau de la violence, au niveau du travail. Les employeurs, maintenant, ça fait partie des normes du travail qui ont un rôle à jouer, qui est un projet qui a été starté avec des centres de femmes et des maisons d'hébergement, même de la Côte-Nord. Okay. On a aussi les tribunaux spécialisés en violence conjugale. La Côte-Nord, on est un des projets pilotes au niveau des bracelets anti-rapprochement là, pour la victime et l'agresseur. D'accord. Est-ce qu'ici, en Haute-Côte-Nord, est-ce qu'il y a une augmentation comparativement aux autres régions sur la violence? Ouais? Au niveau de la Côte-Nord, il n'y a pas de données très, très récentes, mais dans le fond, en 1999, il y a eu une étude qui nous mettait à premier. Oh, okay. C'est pas c'est pas rien, là. Non, c'est ça, premier, la Côte-Nord, au niveau en termes de criminalité qui est en lien avec des crimes. Des violences faites aux femmes? Exactement. Okay. Au niveau de la violence faite aux femmes. Puis, ça fait 15 ans qu'on était déjà premier. Puis, ils se sont basés... ils se sont demandé le pourquoi en disant qu'il y avait beaucoup de communautés autochtones, mais non, en enlevant même les crimes qui étaient commis sur les communautés autochtones, on restait quand même les premiers là, au niveau du taux de criminalité en violence. Donc, encore là, l'importance d'en parler aujourd'hui. Exactement. Parlez-nous un peu des activités qui s'en viennent là, pour la semaine du 25 au 6. Pardon. Bien, on a comme 2 activités. La première, c'est que dans la semaine du 28 au 30, on va offrir des déjeuners-causeries. Il va y avoir 3 déjeuners-causeries dans chacune des municipalités. Le 28 novembre, il va y en avoir un à Sacré-Cœur au Centre de femmes. Le mercredi 29 novembre, ça va être un déjeuner à la Salle de l'Âge d'Or à Bergeronne. Et le jeudi 30 novembre, ça va être aux Escoumets à la Salle de l'Âge d'Or également. Les 3 ont lieu à 9h et c'est gratuit. Fait qu'on invite toutes les femmes à nous appeler au 418-236-9132 à s'inscrire, puis sont les bienvenus, membres ou non membres. Là. Et la deuxième partie, je vais laisser Claire en parler, c'est dans le fond 12 photos, 12 jours. 12 photos pour 12 jours d'action. Okay. Donc, quand je te parlais qu'on faisait de la sensibilisation au niveau de nos partenaires et soit des entreprises, des organismes du secteur, bien, c'est notre 2e édition cette année. On prend 12 entreprises ou organismes du secteur et on leur demande de remettre à leurs travailleurs les rubans blancs, donc nos macarons que je porte aujourd'hui. Puis de se prendre une belle photo de groupe avec leurs travailleurs portant leur ruban blanc.
en signe d'action contre la violence faite aux femmes. Puis, à tous les jours, sur notre page Facebook, va avoir un groupe ou une entreprise qui vont dire haut et fort, nous aussi, on participe à la campagne. Donc, vous allez mettre les photos au fur et à mesure. Ah, OK, c'est bon. À tous les jours, il va y avoir un groupe différent. Donc, c'est notre 2e édition. On est allé avec des nouveaux partenaires cette année. Ceux qui ont participé l'année passée ne se retrouveront pas cette année. Donc, c'est des nouveaux. Oui, tout exactement. Ah, c'est une bonne idée. Hein? Oui, fait qu'il faut surveiller ça à partir oui, du 25. bien, c'est ça. Ouais. Il faut aller s'abonner à votre page. Oui. On invite les gens à s'abonner aussi. Oui, à la page Facebook. On va aussi lancer un petit défi à tout le monde qui veut participer. Là, c'est de se mettre un ruban blanc, signe de la non-violence, de se prendre en photo, puis de nous taguer l'Alliance des femmes, puis hashtag je porte mon ruban blanc moi aussi. Ça fait que c'est en voyant les hashtags, là, on va faire un concours parmi les femmes qui auront participé, mais les hommes sont invités quand même à participer sans faire partie de notre concours pour gagner un prix. Vous pouvez vous en procurer aussi auprès de nous à l'Alliance. Venez vous en chercher un petit ruban blanc. On en a plusieurs. On va en remettre dans la semaine du 25. Mais si vous voulez aussi en avoir, on peut vous en donner pour participer à notre concours. Super. Hey, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. En séance ordinaire, mardi le 21 novembre dernier, le Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord a adopté ses prévisions budgétaires pour 2024. Une hausse est à prévoir pour la prochaine année. On est dans une période très intense de préparation budgétaire, que ce soit dans nos municipalités respectives et même à la MRC. On va voir aujourd'hui le budget de la MRC. C'est une période importante qui demande beaucoup, qui est exigeante pour notre personnel, dans une période où les frais sont à la hausse dans tous les domaines, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit les différentes factures, il y a une croissance importante. Il n'y a pas nécessairement une croissance dans le portefeuille de nos citoyens. Alors, il faut être très soucieux de la capacité de payer de nos citoyens. Alors, soyez assurés que nous y travaillons tous avec nos équipes très fort, très rigoureusement pour faire en sorte de remplir nos obligations. On n'a pas le choix, on a des devoirs et des obligations souvent du gouvernement dans le cadre des lois. Donc, il faut trouver les moyens, il faut innover pour faire en sorte aussi que les factures demeurent réalistes, acceptables pour nos citoyens. Alors, tous nos citoyens sont en attente à l'heure actuelle, je pense, du travail qui est en train de se faire au niveau municipal. On n'est pas là pour présumer de ce que chaque municipalité va conclure, mais sinon, je pense qu'on peut dire d'une seule voix que les élus municipaux sont au rendez-vous, sont aussi préoccupés par la situation de nos citoyens et de nos familles pour faire en sorte de minimiser, évidemment, les impacts. On est dans une période économique inutile, je pense, d'en dire davantage, de faire un dessin, tout le monde le vit, et on va tenter que le monde municipal en tienne compte le plus possible. Je veux quand même faire ce message-là. Le budget déposé se chiffre à 15 790 033 $, soit un montant de 624 131 $ de plus que celui présenté l'an dernier. La MRC accepte un budget total pour cette année 24 pour la somme de 15 790 033 $. Le total par département. Donc, l'administration générale, un total de 2 505 015. Pour l'aménagement du territoire, 1 658 972. Le développement économique, 7 278 773. Au niveau services techniques et environnement, 4 564 030. Au niveau de l'évaluation foncière, 557 685. Transport adapté, 322 075. Transport collectif, 203 185. Donc, la répartition des quotes-parts pour l'exercice 24. Les quotes-parts sont, selon l'administration
générale, la législation, services techniques et environnement, l'évaluation foncière, développement économique, transport collectif, transport adapté. Donc, représente un total pour l'ensemble des municipalités de 3 698 598. Cette hausse s'explique par le contexte économique inflationniste et par les coûts des derniers contrats octroyés en gestion des matières résiduelles. La participation du milieu obtenu des quotes-parts s'élève et subissent une hausse comparativement à 2023. Responsable aussi de la gestion du territoire non organisé Lac-au-Brochet, le Conseil a adopté des prévisions budgétaires totalisant une somme de 781 204 $. Une demande de la part d'un citoyen et employé au Centre de dépannage des Nord-Côtiers afin de trouver un emplacement pour gérer l'aide alimentaire d'une façon structurée pour aider les familles dans le besoin. On a la possibilité de faire des demandes de subventions pour monter des projets pour avoir de l'équipement roulant, de l'équipement réfrigérant, ce genre de choses-là. Donc, il nous manque simplement de l'espace. Donc, j'en appelle à vous, chers maires, dans vos municipalités, si vous avez des locaux, un garage, n'importe quoi qui aurait une dimension d'à peu près, idéalement, 1600 pieds carrés, pour qu'on puisse faire des demandes de... Si je vous comprends bien, c'est que la première étape, c'est d'avoir les locaux pour être admissible à la suite des choses. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas y accéder. Exactement. Ça fait longtemps qu'on pense à ça, mais là, ils ont ouvert le programme des banques, mais là, on n'était pas banque parce qu'on était trop loin, mais là, ils l'ont ouvert depuis juillet aux gens qui sont membres du PRS, le programme de récupération. Donc, on serait éligible, mais on n'a pas. Nous, ce qu'on recherche, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est vraiment quelque chose pour répondre aux besoins à la grandeur du territoire. Puis, comme je vous dis, après ça, ça nous ouvre des portes pour demander d'autres subventions, avoir de l'équipement roulant, pouvoir transporter la nourriture d'un endroit à l'autre, des jacks électriques, n'importe quoi. Là, ça nous ouvre des portes, c'est juste qu'on n'a pas la... Parce que même à Port-Neuf-sur-Mer, il y a une école qui est fermée actuellement. Elle sert pour des exercices d'activité physique, mais à part ça, c'est ça. Donc, il y a des espaces, mais c'est oui. sous l'égide du centre La de commission service scolaire. Ah, Alors, ça. C'est pas vraiment notre... On pourrait appuyer votre demande? Oui, mais juste que ça soit noté, qu'on en prenne conscience, et qu'on pense à trouver une solution là, justement pour un local là, qui serait adéquat. J'ai réfléchi à ça, puis il y aurait peut-être du côté des Cipites, parce qu'eux autres sont propriétaires là, de l'ancien bâtiment là, de coquillage nordique qui se situe en arrière de la poissonnerie ici aux Escoumins. C'est un grand local, il n'y a pas rien là-dedans des fois, puis c'est sûr qu'il y aurait de l'espace là, pour stocker tout le matériel. Là. Fait que c'est peut-être à regarder de ce côté-là. Que des enfants aient faim à l'heure actuelle dans nos écoles, c'est dramatique. C'est des situations qu'il faut pas juste dénoncer, des situations qu'il faut faire en sorte que ça ne persiste pas dans le temps. Alors, maintenant, pour faciliter l'accès, je ne sais pas, on pense souvent à la grandeur de notre territoire, puis dans d'autres dossiers, on se dit que des installations un à l'est, un à l'ouest, facilitent l'accès des 4 municipalités de chaque côté. Puis l'origine de cette disparité, c'est que les financements, les programmes de financement sont différents. Le bailleur de fonds n'est pas le même et a des règles différentes. Un coup qu'on a dit ça, le citoyen, lui, est supposé avoir le même service au même prix, à la même qualité. Fait que ça, on a ça dans nos... Vous êtes conscient de ça? On est conscient de ça. Plus que conscient, on veut agir sur la situation. Oui. Le mini-colloque « Rendez-vous avec ta persévérance scolaire » sera de retour en Haute-Côte-Nord pour une 7e édition le 28 novembre prochain à la polyvalente des Berges de Bergeronne et le lendemain à la polyvalente des Rivières de Forestville. Au total, ce sont 285 jeunes de 3e à 5e secondaire ainsi que du programme FMS qui ont confirmé leur inscription à 2 des 8 ateliers à l'ordre du jour. Dans chacune des 2 écoles, une douzaine d'animateurs, principalement issus des milieux de la santé et de l'éducation, accompagneront les élèves et les organisateurs dans la réalisation d'ateliers abordant des thèmes tels que la connaissance de soi, la motivation, les aspirations,
l'alimentation et l'importance de déjeuner, le développement durable, l'estime de soi ainsi que l'importance de prendre sa place et d'exprimer son inconfort face à une situation. Un jeu d'évasion abordant les émotions, le stress, l'anxiété, la bienveillance et la santé mentale. Un jeu de serpent et échelle visant à démystifier les mythes et réalités sur la sexualité. Une séance de yoga, un atelier d'expression corporelle ainsi qu'un atelier d'expression dramatique sous la forme d'un jeu de rôle sont également au nombre des ateliers d'1 heure chacun que les jeunes pouvaient choisir. Tant à Bergeronne qu'à Forestville, le mini-colloque se déroulera sur une demi-journée. Afin de soutenir les travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière, le gouvernement offre cette année une bonification de 4 semaines supplémentaires aux personnes admissibles du projet pilote, portant ainsi à 9 les semaines supplémentaires de prestations. Une excellente nouvelle pour beaucoup de travailleurs et travailleuses de la Côte-Nord pour qui le trou noir sera un peu moins long cette année. Mais beaucoup de travailleurs vont être déçus car ils ne rentrent pas dans les critères et n'y auront pas droit, souligne Lynne Sirois, directrice d'Action Chômage Côte-Nord. Pour être admissible à ce programme, il faut habiter l'une des 13 régions économiques concernées, avoir fait sa demande d'assurance-emploi après le 10 septembre 2023, avoir un historique d'au moins 3 demandes de prestations régulières au cours des 5 dernières années, dont au moins 2 autour de la même date que la demande actuelle. Les demandes d'Action Chômage Côte-Nord sont simples, une mesure permanente offrant une bonification de 15 semaines supplémentaires pour tous les travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière. Il demande également que le critère de saisonnier se base sur l'emploi lui-même et non sur le parcours et l'historique de chaque personne. Plus que jamais, il demande qu'une réforme complète de l'assurance-emploi soit à l'ordre du jour afin de traiter les problèmes en profondeur et non petit à petit. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les résidents qui demeurent en bordure du réseau routier sous sa responsabilité des bonnes pratiques à adopter pour faciliter les opérations de déneigement. Ces mesures visent notamment la disposition des bacs roulants, le dépôt de la neige ainsi que le stationnement. Placez vos bacs dans votre entrée. Les bacs servant à la cueillette des matières recyclables et ménagères doivent être positionnés dans les entrées privées et non sur la chaussée et l'accotement. Installez vos repères de déneigement à une bonne distance de la route. Ces balises doivent être placées dans les entrées privées à un minimum d'1 mètre des trottoirs, des bordures ou de la chaussée. Elles doivent pouvoir céder facilement en cas d'impact avec une déneigeuse. Déposez la neige sur votre terrain. Il est interdit de pousser la neige sur les voies de circulation et les accotements des chemins publics. En plus de compliquer les opérations de déneigement, cette pratique peut nuire à la sécurité des usagers de la route. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut créer des obstacles qui pourraient entraîner, dans un certain cas, des pertes de contrôle ou des accidents. Ne déversez pas la neige dans les fossés. Cela peut nuire à l'écoulement des eaux de drainage lors de la fonte des neiges au printemps, ce qui pourrait causer des conséquences sur les fondations de la route, provoquer des débordements d'eau sur la chaussée ou produire des inondations sur les terrains. Ne stationnez pas votre véhicule n'importe où, faites-le aux endroits où le stationnement est permis. Soyez alerte à la signalisation routière pouvant interdire le stationnement, notamment lors des opérations de déneigement ou de soufflage de la neige. Le ministère remercie la population pour sa collaboration en cette période hivernale. La télévision du littoral de Forestville a inauguré son studio en hommage à Paul Pigeon, fondateur de la télévision de Forestville, le 19 octobre dernier auprès d'une quarantaine de personnes invitées. On vous présente un topo réalisé par la télévision du littoral pour nous en parler. C'est en présence d'une trentaine de représentants d'organisations que la télévision du littoral a inauguré son studio en hommage à Paul Pigeon le 19 octobre. Fondateur de la télévision communautaire de Forestville, M. Pigeon a toujours cru en son potentiel et en son avenir. L'heure était à l'émotion lors du 5 à 7 organisé pour présenter les nouveaux décors et la nouvelle vision de la télévision du littoral.
Plusieurs intervenants ont pris la parole pour souligner l'homme extraordinaire qu'était Paul Pigeon, notamment pour le développement de projets un peu fous, disaient certains. Marc-André Allé, ancien caméraman et journaliste pour la télévision du Littoral, est un de ceux qui restent marqués par le dynamisme et la vision sans limite de Paul Pigeon. Mais Paul, c'était un idéaliste. C'était un gars qui aimait tellement dire « on va faire ci, on va faire ça ». Moi, j'imagine que dans 3 ans, là, on va avoir tout ça. Je ne peux pas énumérer tout ce qu'il nous avait dit à l'époque, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Il a embarqué tellement le monde. Les jeunes de ma génération, j'avais 22 ans à l'époque, là. Puis Jean avait peut-être 25, je ne sais pas. Alors, il y avait le tour de nous embarquer dans ces projets de fous, que je peux dire, mais des beaux projets de fous. Il a d'ailleurs raconté les débuts de l'organisme qui a commencé dans un petit local sur la Première Avenue avec très peu d'équipement. De son côté, la mairesse Micheline Anctil a partagé bon nombre de souvenirs vécus avec M. Pigeon. Je l'ai connu, Paul, longtemps. Il a travaillé à la ville comme agent de développement. C'était un grand communicateur. C'était un grand agent de changement. Il n'y avait pas d'obstacle devant lui. Il n'y avait que des défis. Il allait chercher les gens, il allait chercher les ressources, il y avait du charisme. On ne pouvait pas dire non à Paul. Hein? Alors, on embarquait avec lui, puis oui, des fois dans ses folies, puis c'était parfait. On était tous jeunes et un peu fous. Bon. Alors, il a marqué la communauté, Paul. Hein? À toutes ces étapes de vie, dans tous ces projets, les gens se souviendront d'un grand citoyen. Et d'être là aujourd'hui avec vous pour l'honorer, ben écoutez, c'est un honneur que vous me faites et cette invitation-là, chaleureusement, je l'accepte et je suis très heureuse de lui rendre hommage. Finalement, pour conclure la cérémonie, un court vidéo a été présenté aux gens présents pour rappeler les débuts de la télévision du Littoral. On y voyait Paul Pigeon expliquer son projet, tout comme plusieurs intervenants dans le dossier, dont Gertrude Duchesne et Jacques Ross. J'ai toujours été convaincu que la télévision communautaire deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui et serait ce qu'elle sera demain. En ce sens que je n'ai pas de limite aux ambitions que j'ai envers la télévision communautaire, personnellement en tout cas. Je vois ça très très grand, la télévision communautaire. Je vois même ça sur toute la Haute-Côte-Nord. On pourrait aller jusqu'à desservir toute la Haute-Côte-Nord parce que après avoir travaillé là-dedans pendant 5 ans, j'avais déjà cette idée-là à la base. C'était fondamental pour moi d'au moins avoir un média de communication local. Puis tout au long des années, on s'est rendu compte qu'on est carrément rejeté par les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'on nous oublie carrément. La Haute-Côte-Nord est inexistante sur la carte des communications au Québec. Et pour moi, c'est une motivation supplémentaire à nous donner les moyens, les arguments, les structures pour faire notre propre télévision. Personne ne veut en faire pour nous, alors nous, on va s'en faire de la télévision pour nous. Puis, naturellement, je ne peux pas m'exprimer au nom de gens qui ont travaillé pour nous, qui ont participé à la création du projet, mais je dois vous dire qu'il fallait une bonne dose d'optimisme et même, je pense, il fallait avoir les yeux bouchés pendant assez longtemps pour continuer à travailler à une entreprise comme ça, parce qu'il y a de grands bouts de temps là, où on s'est demandé vraiment si on allait passer à travers. On a atteint le fond du tiroir à certains moments où vraiment on devait produire, on n'avait plus ni l'argent pour le faire, ni même les moyens techniques pour le faire, soit que les équipements qu'on avait à ce moment-là étaient défectueux, on avait eu des problèmes. Donc on a atteint là, des creux dans le désespoir assez important. Mais tous ceux qui y ont participé, qui soient bénévoles, qui a été rémunéré, qui l'aient fait d'une façon directe ou indirecte, ces gens-là ont toujours fait preuve d'un optimisme absolument inébranlable. Ça a été, je pense, merveilleux de travailler avec ces gens-là. Cette semaine, au Centre des arts de Bécomo, mardi le 28 novembre à 20h, sera présenté Le Vent du Nord avec leur spectacle 20 printemps. Cette année, le groupe célèbre leurs 20 ans de carrière et a donc souligné le tout avec un album anniversaire avec des compositions originales et des orchestrations contemporaines. Une soirée parfaite pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Également vendredi, le 1er décembre à 20h, c'est le sympathique Symphorien et sa bande qui clôturera la saison automne 2023.
Mise en scène par Louis Sayat et Pierre Séguin, cette adaptation théâtrale de la célèbre émission des années 70 saura transporter le public dans cet univers rigolo et chaleureux. Ne manquez pas notre bingo ce dimanche 26 novembre avec 2 850 $ en prix. Les carnets sont au coût de 13 $ et la bonanza est à 3 $. Bonne chance à tous les joueurs. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.